Alors peut-être avant de passer la parole aussi à nos autres invités, donc Jean-Paul Fargier, Nicolas Asfeld et Yves Cohen aussi, puisque vous me faites le plaisir d'être là aussi. Et donc vous étiez présent à l'époque, vous êtes historien, mais vous étiez à l'époque présent aussi, en l'occurrence établi, si je ne m'abuse, justement aux usines Peugeot à Sochaux. Donc avant de vous donner la parole à tous trois, moi j'aurais quand même aussi une dernière question à poser à Stéphane, mais je pense que ça fait lien. C'est autour de la question des relations, en particulier avec les organisations locales et surtout politiques et syndicales, qui semblent avoir très mal réagi à votre présence, en tout cas dans un premier temps, puisque après le vent a tourné, il semblait au contraire vouloir plutôt... Enfin, Armand Gatti disait dans les cahiers qu'au début vous avez très mal réagi, les organismes de gauche j'entends, et quand le film a pris corps, vers la fin surtout, toutes les organisations qui nous avaient tapé dessus se sont rapatriées vers nous, syndicats, partis, tous demandaient à être dans le film. Alors, je te laisse recommencer. Oui, je ne pense pas du tout comme lui. Comme on a été sur un temps très court, le temps qu'on est resté, ça a été une blitzkrieg. Ils se sont dit, voilà, c'est les salles gauchistes. Il y avait, c'est pour ça que j'aime bien opposer, parce que les enfants ont découvert, par exemple, Montbéliard à travers les films du groupe Benvetkin. Et c'est vrai qu'on était, il y avait le mur syndical entre nous, c'est-à-dire qu'eux pouvaient aller partout, machiner, filmer, etc. Nous, on était ailleurs, donc, et quand on est parti, il n'y avait rien qu'à bouger. C'était pareil. Alors, après, ça s'est amélioré. Moi, je ne sais pas si ça s'est amélioré. On a fait une projection qui a été formidable. Et il y a pas mal de gens sur place qui ont été d'excellents relais. Mais là, mais c'est toujours de la mouvance un peu enfin, les héritiers du gauchisme ils ont organisé il n'y a pas longtemps une projection. Il y a 3-4 ans, ils ont fait venir les Espagnols de Barcelone, il y avait Christian Chiracate qui était là, ils ont fait un banquet gigantesque, ça a été projeté sur un grand écran de 11 mètres, ils étaient tous là, c'était extraordinaire, mais il n'y avait personne autour d'eux, hein. Il n'y avait pas de syndicat, pas de machin, pas de truc, non, je ne comprends pas trop bien pourquoi il dit ça, puis en plus ça nuit à la lecture de la réalité de ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, il dit effectivement que vous avez été accusé de diviser la classe ouvrière. Oui, ça, c'était le minimum syndical. Alors, peut-être donc, parlons maintenant, effectivement, avec nos autres invités aussi, de cette question du statut, finalement, très singulier de ce film. Tu dis, justement, Stéphane, dans un entretien justement donné à Nicolas Asfeld, que ce sont finalement des fictions documentaires, et qui documente, mais qui en même temps représente le point de vue de l'auteur Gatti et celui des scénarios immigrés. Donc finalement, tu signales bien, je trouve, et ça répond un petit peu à ce que disait Michel Lefebvre tout à l'heure, du collectif Vidéo 00 pour les personnes qui ne l'ont pas déjà entendu ou identifié. Tu identifies donc, toi, en l'occurrence, une tension entre trois registres, dis-tu, qui fonctionnent en permanence. Donc il me semble que ça, c'est un des enjeux majeurs de la question qu'on a aussi envie de poser aujourd'hui. Cette question de vidéo militante, vidéo d'auteur, c'est un statut un peu singulier. Je ne sais pas qui parmi vous, Stéphane, Jean-Paul, Nicolas, réagissez. Je vous donne la parole. Tu veux mais c'est toujours compliqué avec Gatti, cette histoire de militant et pas militant. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas militant, c'est Gatti. Jamais il n'a milité de sa vie, et je crois qu'il ne supporte pas les militants. Il supporte tout à fait leur cause, qu'il défend, etc. Mais ce qui peut se passer à l'intérieur d'une organisation, etc., je crois que c'est depuis l'après-guerre. Donc, les sujets sur lesquels il travaille l'amalgame toujours à l'espace militant. Mais en fait, il n'en est rien. Donc, en même temps, comme il aborde toujours ces questions-là par la question l'exigence de qualité, de tournage, de mise en place du dispositif, etc., nous, ça nous portait plutôt... c'est vrai qu'à un moment donné, il y a
Et à un moment donné, le scénario de Radovan était parti pour être un film plutôt mai 68. On en a ras-le-bol, il a tapé, défoncé les portières, etc. Ben, ça a été. Il a dit ah, là, si c'est ça votre truc, c'est sans moi. Donc ça a été. Donc le fait est qu'il aborde des questions qui sont des questions militantes, enfin que les militants s'approprient largement et avec lesquels ils se retrouvent pour en discuter. Mais sa pratique, quel que soit, que ce soit avec un rond, sans un rond, enfin ça importe peu, elle est dans l'exigence de son travail. C'est ça qui. Ça c'est un peu difficile, ou alors c'est un militant métaphysique, je ne sais pas, mais en tout cas, concrètement, ce que j'en vois, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille beaucoup pour parler de ce qui lui tient à cœur et qui sont des sujets qui peuvent être militants. Quelqu'un qui prend la parole à travers la parole des autres. Il a suscité. Bon, moi, ce qui m'a. Quand j'ai écrit dans les cahiers du cinéma des artistes sur le film, c'est que. Moi, je faisais aussi, comme on a discuté, je faisais de la vidéo militante, mais en même temps, on a, comme Daniel l'a dit quand on a parlé de ça, nous, on cherchait à faire du cinéma d'auteur. Et on le faisait par la vidéo. On n'avait jamais renoncé à être auteur, à écrire, à avoir un point de vue personnel, à trouver des formes singulières, etc. Et donc, quand on travaillait avec les Rossopoulos ou à côté, tout ça, j'ai vu un peu naître le montage, sans doute, mais je ne m'en rappelle plus. Je passais à l'épicerie souvent, mais bon. Et puis un jour, j'ai commencé à être publié, c'est assez vite, c'est en 78, peut-être. Oui, absolument, février 78. Oui, ben, ouais, j'étais rentré au Caire en 77, et le premier article que j'avais écrit, c'était 20 pages contre le film de Cassanti sur l'affiche rouge. D'années que j'avais croisé avec Charles Delmont et tout ça, j'avais quitté Cinétique depuis 3 ou 4 ans, j'avais écrit un roman, etc. Et puis, il me dit, tu ne veux pas écrire au cahier? Je dis, oui, bien sûr. C'est mon rêve depuis toujours. Quand on est comme ça en province, on lit des cahiers, on rêve de... Et il m'a dit, donne-nous un texte. Alors, je fais un texte de 20 pages, et après, il me disait chaque fois qu'on en parlait, mais c'était d'une violence incroyable. Et ça s'appelait Histoire d'U, parce que c'était après Histoire d'eau, Histoire d'un, pardon. Belmont et Sartène, tout ça, sur l'avortement. Et Histoire d'U, c'était contre justement ce chantage à l'unité, à l'union. Et voilà, je me moquais des révisos, quoi. Voilà, j'étais Mao avant, on en restait quelque chose. Voilà. Et puis, ça doit être après un des premiers grands ensembles que j'ai fait, parce que je leur disais, voilà, j'ai vu ça, vas-y, fonce. Et ça a donné aussi 2 numéros, je crois. Oui, 287 aussi. Voilà. Et j'abordais ces œuvres en tant que cinéma militant, mais plus que ça, quoi. C'était quelque chose qui avait réussi à créer une geste d'image et de parole qui répondait à ce que je cherchais moi-même en essayant de faire des films. Et ce que j'ai pas relu mon texte, je crois que ce que je cherchais, c'est toujours de mettre à jour des formes. Des formes qui m'impressionnaient chez Gatti, ces formes narratives. Cet art du conte, c'est un conteur. Il raconte et il convoque les images, et ça, c'est comme Jean Rouch. Pour moi, c'était comme Jean Rouch qui raconte ce qu'il a vu et dont, si on enlève la parole de Jean Rouch dans le film, bon, ça devient banal, c'est une technologie banale. C'est vraiment quelqu'un qui... Et au cahier du cinéma, on pensait que la modernité venait de la parole et du théâtre. Alors, il y avait cette théorie que le cinéma
de la nouvelle vague. C'est un cinéma qui a constamment revisité le théâtre, Rivette avec L'amour fou, et les citations de Godard de musical, dans Les femmes et les femmes, par exemple. Voilà. Donc, moi, chaque fois que je vois des vidéos de Gatti, des télévisions de Gatti, je vois le théâtre qu'il a fait, les formes qu'il avait déjà trouvées au théâtre, mais il ne s'est pas contenté de les répéter au théâtre, et il les a après apportés vers le cinéma, vers la télévision, vers la vidéo. Et quand je suis arrivé à Paris, au moment des 13 soleils de la rue Saint-Blaise, et j'ai vu ça, c'est une chance inouïe, et c'est mon premier contact avec Gatti. Et après, j'ai toujours regardé ce qu'il faisait, voilà. Et donc, la chance a été que, faisant de la vidéo militante, très engagée quand même à l'époque pour soutenir des luttes, comme l'IP ou les luttes des filles de Cerizay ou de Pédernec, etc., qui ressemblaient, qui étaient dans le sillage de l'IP, de l'autogestion, la prise en main d'une production pour valoriser la lutte, attirer l'attention. Et puis je tombe sur ça, c'était formidable, voilà. Et puis j'ai eu la chance, là, ça a changé. Donc chaque fois me balance des choses à faire sur les... Donc petit à petit, là, j'ai fait 3 ou 4 textes sur la télévision de Gatti, le cinéma de Gatti, le Roger Rouxel après, qui va venir 2 ou 3 ans plus tard, etc. Voilà. Mais chaque fois, c'est... Là, je voyais comment... L'histoire du montage où on ne peut pas quand même revenir en arrière, il y a aussi le mot qui commande. Il y a aussi des sortes de longs plans comme ça qui permet de caler cette voix, et puis tout à coup quand même, tac, tac, des plans très très courts. Hein. Il y en a énormément, c'est du montage court. Cet alternant de montage court, montage long, cette voix qui innerve tout ça, ou alors la mise en scène de l'italien, jouer avec des photos. Tout le cinéma moderne cherche à mettre en avant des photos dans la narration qui remplacent l'image en mouvement parce qu'elle condense l'énergie de la prise de vue, du réel, etc. C'est là, c'est extraordinaire. C'est un vrai travail d'auteur. Hein? C'est un vrai travail d'auteur. C'est un vrai travail d'auteur, mais c'est un vrai travail de mettre en mouvement la créativité de ceux qui veulent bien. Voilà, il y en a qui marchent, ça marche pas, d'autres ça marche. Et à chaque fois, c'est un petit miracle quand même qu'ils arrivent à s'entendre. Et puis, souvent dans mes articles, j'insiste aussi sur le travail d'Hélène et Stéphane, qui trouvent énormément de choses, parce que Gatti balance des textes, il a vu des images, mais eux, ils trouvent la solution cinématographique. De montage, de composition, de métaphore. Il y a de la métaphore constamment chez Gatti, dans sa mise en scène, où on doit montrer, pour moi, le lion, c'est ça. Pour moi, la cage, c'est ça. Et hop, il y a des objets construits, mais il y a une façon de les amener, de les monter et tout, qui est propre aussi à des cinéastes comme Stéphane, dont j'admire aussi des films qu'il a fait tout seul, comme celui sur la grand-mère, Laetitia, qui est un magnifique film. Moi, je vais t'annoncer que je suis arrivé en retard, donc c'est déjà du théâtre. Je vais faire 2 préliminaires, je vais essayer de les faire très très vite. Le premier, c'est un remerciement à Alain Carreau, parce que c'est avec lui qu'on a commencé à travailler sur ces films, et si tu ne les avais pas présentés, je ne sais pas, j'aurais continué à passer à côté. Donc on avait commencé à travailler ensemble, à réfléchir. 2007. Voilà. Je demandais quand c'était, du coup. Voilà, et c'est la première chose, c'était très agréable de travailler avec l'équipe, et puis après, on avait été pris dans un format très court, hein, très très frustrant, on avait écrit je ne sais pas quoi, 15 000 caractères, enfin, c'était très 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 frustrant, donc voilà, j'étais très content de remettre les choses sur le métier. La deuxième chose, c'est que dans
dans le film introductif, je retombe sur l'atelier dans lequel j'ai bossé 4 ans. Et donc chaque fois que je le repasse, moi aussi, j'ai ma petite Madeleine de Proust là qui me met, elle revient chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'ai bossé pendant des mois et des mois dans cet atelier qui produisait les tuyaux de pot d'échappement. C'est magnifique. Mais magnifique d'émotion. Ce que je voudrais dire, c'est quand même quelque chose qui me semble là, pour moi, je pense qu'opposer le film fait par les ouvriers et le film d'auteur, c'est passer à côté de la plaque. C'est un film de rencontre. Et je pense que ce qui est vraiment important et intéressant dans toute une série de ces films, parce qu'effectivement, il n'est pas unique, à avoir réussi une rencontre, mais c'est de façon générale, dans toute une série tout un ensemble de productions cinématographiques, il y a cette quête de rencontre. Et après, ce qui est magique avec le cinéma, c'est que chacun prend une option. Et que cette option est assez pas déterminée, parce que justement, déterminée, ça nous envoie un schéma misaroïque. Mais c'est assez induit. Il y a une certaine cohérence filée entre les options qui sont prises, d'outils pour filmer, de méthodes de montage, possibilité de montage, hein, parce que quelquefois il y a du choix, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Mais dans la rencontre, là il y a du choix. Et par exemple, entre les gens qui vont à la maison du CE le week-end pour voir la commission jeune de la CGT et les gens qui choisissent la rue, il y a deux options radicalement différentes du rapport d'ouvrier à l'usine. Et moi, ce qui me semble fantastique là, c'est que c'est un des rares films de cette époque-là qui prend une grosse métropole ouvrière par la rue. Et il m'a semblé, moi, et c'est comme ça que j'ai commencé cet article, par le fait que la rue, c'est juste pile entre le bloc et la boîte. C'est-à-dire entre l'endroit où on réside. Il en parle sans arrêt du fait qu'on habite, qu'on est parqué, etc. Et l'usine où on travaille. La rue, c'est une stratégie aussi. C'est pas simplement une opportunité, mais c'est aussi c'est un peu une contrainte, parce que quand on ne veut pas passer par les biais militants, les réseaux militants de l'art, la rue c'est presque pratiquement que ce qui reste. Et du coup, ça fait sortir énormément de choses. Ça fait sortir ces Italiens qui disent non, la rue c'est pour draguer, etc. Ça fait sortir donc des discours ouvriers qui sont des discours un peu inintégrables dans les années 75. Et ça ne m'étonne pas, je suis d'accord avec toi, c'est radicalement inintégrable par toutes les structures militantes. Donc ces ouvriers sont quand même très largement co-porteurs du résultat. Oui, mais c'est Gatti. Je vais essayer de continuer. Oui, mais après, je peux répondre. Mais Gatti est énormément auteur, et radicalement auteur. Radicalement, mais sans eux, ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu as dit que vous aviez essayé de faire un film français. Bon, d'accord. Ça ne marchait pas. Le film français ne marchait pas. Donc il y a aussi. La rencontre, c'est ça, c'est l'un et l'autre qui fixent leurs conditions, les Polonais qui disent on va vous subvertir votre film. Et ils le subvertissent un petit peu parce qu'il n'est pas content. Je me rappelle bien, il n'est pas du tout content du résultat, mais quand même, il le fait. Et il se fait envoyer à la figure des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Dans l'histoire de guerre d'Espagne, ça ne vaut rien du tout, le premier, ça ne vaut rien du tout, etc. Donc il mobilise un Portugais pour essayer quand même de faire un contrepoids à ce qu'il est envoyé dans la figure et qui respecte quand même. Il respecte quand même pas simplement les ouvriers comme objet d'image, comme acceptant d'être des objets d'image, mais il accepte aussi des structures extrêmement fortes de la part de ces ouvriers, y compris collectifs. Et donc, je pense que la question de la rencontre, c'est vraiment essentiel là-dedans. C'est aussi un film d'ouvrier et c'est aussi un film d'auteur. C'est aussi un film de monteur. Donc c'est ça qui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout pas d'opposer l'un à l'autre, mais c'est de voir les différentes modalités d'articulation entre ces rencontres à chacun des moments de la fabrication du film.
Et, Oui, si, Je crois non, que- mais je peux répondre quand même parce qu'il y a. Et Nicolas voulait aussi intervenir sur la même question, en complément de Nicolas. Oui, non, juste, je ne remets pas ça en compte, c'est vraiment un film de rencontre, c'est très beau, etc. Simplement, quand on regarde le discours, on le présente, voilà, ce sont eux, immigrés ouest chez Peugeot, ou manœuvre dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, écrit, pensé, joué et même dansé le film. Et je trouve que il n'y a pas tout ce que vous avez dit, hein, c'est sur l'aspect rencontre, sur l'aspect mise en valeur, etc. Et je veux dire, c'est un très beau travail et de effectivement Stéphane et Hélène. Mais je veux dire que c'est un film, le présenter uniquement comme un film fait par les ouvriers, comme c'est fait habituellement, je trouve que là, il y a... Il y a erreur. Il y a erreur. Enfin, il y a limite. Oui. Ouais. Oui, alors, effectivement, j'étais à Montbéliard à ce moment-là. J'ai vécu à Montbéliard de 70 à 80, en travaillant 1 an chez Peugeot, 3 ans, 3-4 ans dans d'autres boîtes, en faisant d'autres choses. À ce moment-là, au moment où Cathy était là, j'étais ouvrier dans une imprimerie de Montbéliard et étudiant aussi par téléenseignement à Besançon. Je n'étais plus militant, j'étais Mao aussi, et donc je me suis dissous après l'IP avec le reste de la gauche prolétarienne, donc j'étais un individu libre. Mais ce qui se passe, c'est que je connaissais beaucoup des gens qui ont tourné avec Gatti, en particulier chez les Marocains, chez les Yougoslaves, Christian Tcherakadze, etc. Donc et ce dont je peux témoigner finalement, c'est de la singularité de l'intervention de Gatti dans Montbéliard. Parce que Montbéliard, je suis d'accord avec Nicolas, c'est vraiment une affaire de rencontres, mais des rencontres que l'on a eues beaucoup. Et à ce moment-là, c'est à la fois un moment et un lieu. C'est ce moment-là, d'après 68, où d'ailleurs il y a eu des films ouvriers, il y a eu des films où les ouvriers étaient derrière la caméra, super vite, etc. Et une partie des films sur mai 68, mai-juin 68 à Sochaux sont des films d'ouvriers. Mais donc il y a le lieu Montbéliard. Je suis content du titre de Nicolas, Montbéliard, Peugéliard, d'une certaine manière. Il y avait quelque chose de très fort là. Et il y a eu plusieurs rencontres. Et des rencontres aussi fortes les unes que les autres. L'animation culturelle dont Stéphane parlait débarquait dans les quartiers, allait dans la rue aussi, et faisait faire du théâtre à des jeunes. Et alors, moi, j'en ai connu, des jeunes de la Chiffogne, qui est un quartier ouvrier de Montbéliard, etc. J'en ai connu plusieurs. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était des jeunes enfants d'ouvriers, ouvriers eux-mêmes, et par exemple, ce que doivent demander les animateurs culturels, c'était par exemple, mais parlez de vous, parlez de la vie dans la cité, parlez de la vie de l'art, etc. Et au bout de quelques temps, ils en ont eu marre, ils ont dit, on en a ras-le-bol de parler de cette vie, de notre vie, etc. On veut faire autre chose, on veut faire avec toi, on veut faire du théâtre, on veut imaginer, on veut faire des pièces de théâtre, etc. Et certains ont commencé à faire des pièces de théâtre, et je suis toujours en contact avec Guitou, qui était un ouvrier qui avait les cheveux longs comme ça en 69-70 et qui s'est fait raser dans sa petite boîte à côté de Peugeot, juste à côté de Peugeot, pas chez Peugeot. Il s'est fait raser par les ouvriers qui ne supportaient pas ce gars avec des cheveux longs et qui tout est devenu un comédien et toujours aujourd'hui un comédien professionnel. Donc ça a été une des formes de la rencontre. Il joue évidemment bien autre chose que du théâtre ouvrier. Les groupes Medvedkin, bien entendu, ils avaient l'entrée syndicale, l'entrée CGT, etc. Mais pour tous ceux qui ont participé au groupe Medvedkin, il y avait la même question, est-ce que c'était du cinéma fait par les ouvriers? La même question était là, et quand on écoute Bruno Muel raconter les débuts de ça, de sa part, il y a vraiment eu une rencontre et l'impression qu'il a eue que les ouvriers pouvaient prendre la caméra. Il y croyait à ça. Et les ouvriers, pas plus la caméra. Mais ils y croient aussi, bien sûr. Non seulement ils y croient aussi, c'est qu'ils essayent de faire carrière, d'en faire leur métier après. Et après avoir joué.
évidemment, ils n'arrivent pas à en faire un métier, ça donne des épisodes assez dramatiques. Mais je pense à un ami avec qui j'avais travaillé chez Peugeot, qui était Jean-Claude Bourgon, et Di Pipelette, qui, après Peugeot, a travaillé dans d'autres usines, dans les bénisteries, etc., et a fini sa vie de prolétaire, si on peut encore dire ça, comme gardien d'un foyer d'Algériens. Et il a filmé. Il a pris la vidéo, il a filmé, il a filmé la mémoire de ces ouvriers algériens, leur vie en France, alors que la famille persistait à être en Algérie et eux persistaient à être en France, etc. Donc il a gardé il a tenu et gardé la caméra jusqu'au bout. Il a fait des films. Et Gatti, alors, Gatti dans ce paysage, moi j'ai vu l'enthousiasme de mes amis dans la participation à Gatti. C'était. Et j'ai même assisté, je suis désolé, je ne me rappelle pas de Stéphane du tout, et Stéphane ne se rappelle forcément pas moi, mais je suis venu au Môle plusieurs fois. C'était un tournage ouvert, on pouvait venir, on pouvait sortir, on pouvait venir, et je suis venu plusieurs fois parce que j'étais fasciné par ce truc que faisait Gatti. Et il a été le seul à faire ça, c'est-à-dire à révéler les cultures qui étaient là. Et la diversité des cultures, sous leur forme extrêmement variée, puisque par exemple Christian Chirac-Adze, il n'a jamais été ouvrier. Enfin, bon, quand il est filmé, il est effectivement dans le musée de Montbéliard. C'est pas ouvrier, mais ses parents étaient ouvriers, faisaient partie de ces multiples communautés qui avaient débarqué chez Peugeot, chez Peugeot dans les années 20, à la fin des années 20, au moment du grand démarrage de Peugeot. Et là aussi, ça. Et donc, l'effet de Gatti, où il n'y avait pas effectivement film français, moi j'en témoigne de l'extérieur, mais j'en témoigne de l'extérieur comme quelque chose qui était justement qui faisait apparaître cette variété de communautés. Et qui donc était à l'encontre, effectivement, du discours habituel sur l'ouvrier, sur l'ouvrier Peugeot. Donc c'était une des formes de cette rencontre. Une des formes de cette rencontre, vraiment parmi les plus fortes, justement parce qu'elle était très colorée, elle était très variée, très diverse, et vraiment aussi l'expression de liberté, d'une poésie spontanée des gens qui n'avaient pas d'autre lieu pour la manifester. Voilà. C'est ce que je peux dire sur la particularité de l'apparition des films de Gatti dans ce paysage. Juste un petit point. C'est une question qui s'est posée à Montbéliard, et comme on est un peu maximaliste, qui s'est posée depuis 20 ans à nous, c'est que effectivement on travaille souvent tout le temps avec des non-professionnels, avec des loulous, etc. Sur des expériences au long terme, on travaille beaucoup plus avec eux. Ils sont avec nous, ils participent à la création théâtrale, ils jouent et c'est un spectacle à la fin. Et donc c'est une question par rapport aux gens qui veulent devenir caméraman, etc. C'est vrai qu'à Montbéliard, on a été un peu faible parce que les trois qui avaient porté des films, on leur a dit écrivez un projet, c'est sûr que Ursel va l'accepter. Donc ils ont écrit des projets et Ursel, une fois qu'on était parti, il leur a dit c'est pas la peine. Et donc et c'est une chose qui ne s'est jamais reproduite dans nos rapports avec les gens, c'est-à-dire tous les loups qui participent au travail, tous ceux, on leur dit voilà, on va travailler, ça va être formidable, mais surtout ne pensez pas qu'après vous allez être comédien ou faire du théâtre ou quoi que ce soit de ce genre. On fait un trajet ensemble, mais après d'ailleurs, c'est organisé pour qu'il y ait un stage de réinsertion, pour qu'ils choisissent réellement un métier, mais c'est un truc très important qui ne se laisse pas griser par le fait que ça peut devenir quelque chose, un devenir professionnel. Parce qu'effectivement, quand on a fait par exemple les empereurs aux Bois-Touré, quand les mômes voient arriver toute la presse nationale pour se battre pour les interviewer, au bout d'un mois, ils nous regardaient et disaient ça y est, c'est bon, on est sorti de l'anonymat. Effectivement, ça passait tout le temps à la télé, etc. Et donc, mais en même temps, le travail fait que eux aussi, comme c'est toujours un peu compliqué de travailler avec Gatti, quand à la rentrée suivante à Avignon, il y a une journaliste
de Télérama qui est venu là-bas et qui a posé la question alors, qu'est-ce qui fait Gatti pour vous maintenant que c'est fini? Bon, une gentillesse, mais je pense que c'est quelqu'un de brave, je ne dirai pas son nom aujourd'hui. Et donc elle commence à les prendre un par un. Alors elle en prend un, elle en prend un deuxième, et le troisième jour, elle voit tout le groupe arriver en disant on ne comprend pas ce que vous cherchez là. Alors, vous posez des questions à tout le monde, c'est l'objet d'un débat, mais vous n'allez pas nous prendre chacun dans notre coin pour déboiser des trucs, parce qu'effectivement c'est fini, on est triste, il y a un peu d'amertume, mais si votre entreprise c'est pour liquider ce qui s'est passé pendant l'année dernière, on l'arrête tout de suite. Donc elle est partie. Donc ce que je veux dire par là, c'est un engagement. La coupure technique qu'on a mis en place à Montbéliard en disant, voilà, c'est vous, la participation, le contenu, etc. Nous, c'est la technique, c'est quelque chose qu'on a continué dans le théâtre. Et en tant que comédiens, ils étaient parfaits. D'ailleurs, je sais que quelqu'un d'entre vous les ont vus, ils sont magnifiques. Donc, c'est un danger. C'est un danger quand on fait ce type de création, de tout d'un coup l'enfermer dans cette sorte d'illusion que c'est un devenir professionnel possible. Nicolas avait l'air de vouloir réagir à ce que tu disais déjà. J'étais pas à Montbéliard. Patrick Prado. Mais j'étais membre de petits groupes, de micro-groupes collectifs de cinéma, de vidéo plutôt, de vidéo et cinéma Super 8, en Bretagne et à Paris. Et Gatti représentait pour nous comme un rêve de synthèse, justement, entre l'auteur et le collectif. L'auteur collectif, l'auteur organique qu'on rêvait de constituer dans nos micro-collectifs. Et donc, c'est vrai, en tant que théâtreux ou vidéaste ou cinéaste, il représentait à la fois l'auteur et le réalisateur qui avait possibilité de représenter la voix du peuple. En direct ou pas, on s'en foutait un peu quand même. Et je ne peux pas bien parler parce que j'ai un problème là-dedans. Hein. Bon. Quand on filmait dans la rue, on croyait qu'on pouvait donner la caméra à n'importe qui. Je me souviens, Jean-Paul, mais c'était pas vrai. On n'y arrivait pas, ça ne marchait pas, il y avait beaucoup de chutes. Et la vidéo nous a permis de répondre un peu au problème de la caméra à tout le monde. D'abord aux femmes d'ailleurs, pour des raisons historiques. Quand on a pas mal parlé autrefois, les femmes ont pris des caméras vidéo quand les hommes avaient des grosses caméras 16 et 35. C'est pour ça que Yvonne a été une pionnière, que Carole a été une pionnière, que Thérèse Mère a été une pionnière, que comment ça peut dire, Catherine Licam, Daniel, bien sûr. Et voilà, il y avait vraiment une prise de pouvoir, pas de pouvoir, mais une prise de matériel et de parole avec la vidéo qui était reconnaissable à l'époque. Pas théorisée, mais reconnaissable. C'est lié un peu au direct. Et quand on a commencé à vouloir filmer en direct, en Super 8, en vidéo, est-ce qu'on signait, est-ce qu'on ne signait pas, Johan? On signait ou on ne signait pas? Bon, ça dépend. On signait si c'était mauvais. Pour éviter de dire, oui, c'est le peuple qui est mauvais, c'était nous qui étions mauvais. Donc on signait quand même, et souvent on signait parce qu'on avait des revendications d'auteur. En réalité, on n'arrivait pas à le faire tout le temps parce que c'était tellement emmerdant, les trois quarts des vidéos qu'on faisait, parce qu'on mettait une caméra et on croyait que ça allait faire un film. Ben non, ça faisait pas un film. Et c'est pas le montage qui nous permettait de faire le film. Là, tu parles de quoi? Des films militants qu'a fait en Bretagne ou des premiers essais d'art vidéo? D'art vidéo, on a commencé à peu près en même temps. Oui, mais... En même temps. Donc, on filmait. Par exemple, en Bretagne, la guerre du lait. qui a duré 15 jours, la guerre
Vous avez filmé en vidéo parce que Guy Chapouillet et des gens issus de l'Université de Vincennes ont filmé en 16 mm, mais vous l'avez filmé aussi en vidéo? On filmait en vidéo, on avait qu'une caméra vidéo grâce à Yves Montand et à Simon Signoret, on regarde sur ça plus tard, et on filmait le matin pour diffuser l'après-midi, d'accord? Mais il n'y a pas d'auteur. On filmait effectivement, non pas en conflit, mais en concurrence sympathique avec les filmeurs en 16 ou en 8 mm. Mais évidemment, quand tu filmais ce qu'on croyait être l'anti-télévision, on filmait sans nom d'auteur. Jamais de nom d'auteur. On filme le matin, la caméra circulait en effet entre les mains de différents réalisateurs et on ne montait pas. Parce que monter avec ce matériel, c'était impossible. Donc les vidéos étaient faciles à filmer, faciles à diffuser, faciles à produire, enfin ça se discute. Contrairement aujourd'hui, c'est facile à produire et difficile à diffuser aujourd'hui. Hein. Impossible même, à la télévision, et pas la peine. À l'époque, on faisait la télé quotidienne. Bon, pas pour raconter ma vie, mais enfin, Gatti a été à un moment donné un personnage qui nous a permis de concevoir un peu ces éléments d'auteur, de collectif à la fois, et de vidéo et de scène. Parce qu'en même temps, il y avait Russe Poli qui filmait aussi. Hein? Russe Poli filmait des paysans dans la campagne, dont Martin Nossaudière vient de refaire un film sur le tournage en effet, et Russe Poli signait Russe Poli. Il ne disait pas le prince Russe Poli. Mario Prince Russe Poli, italien, prince, et rédacteur de livres de cuisine étrusque absolument fabuleux. Bon, Russe Poli était un poète, un cuisinier et un cinéaste merveilleux. Et donc il filmait, il signait, et pourtant il filmait des paysans qui parlaient comme les ouvriers de Gatti. Donc on voit bien qu'il y avait différentes manières, et non pas une manière théorique et militante fermée de filmer, mais que ces mélanges, ces synthèses, c'était des moyens métis déjà à l'époque. Voilà, j'arrête. Et sur l'incitation de Jean-Paul, on avait très envie, puisque vous nous faites la joie d'être présent et qu'on aurait... On avait très très envie de vous accueillir, mais vous n'avez pas pu pour l'une des toutes premières séances du séminaire. On aimerait bien vous entendre sur... Ça c'est un peu une joke entre Jean-Paul et moi, mais sur un mythe fondateur du début de la vidéo légère, la rencontre entre Genet, Carole et Paul. Et tu étais là. Pour justement... Oui, on raconte rapidement. Oui, raconte ça. La rencontre en fait de la vidéo. Oui. Carole l'a fait grâce à Patrick Prado. Avec et moi, grâce à Jean Genet. Donc voilà, ça, comme le dit Alain, je le répète, ça fait 6 ans en fait qu'on attend nous-mêmes ce récit, avec un point de vue différent. On vous a rencontré au départ par mail, puisqu'on a publié un article dans la revue de la BNF au début de notre démarche où on donnait la parole à Hélène qui parlait des débuts de la vidéo. Et quand vous avez lu Chronique de la BNF, vous êtes jeté sur votre clavier, vous avez envoyé un mail à la BNF. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. On en parlait tout à l'heure en voiture, on s'est dit, merde, pas de réponse à la BNF. Ah si, on a répondu. Si, on a répondu. Mais depuis, j'ai fait un imbécile, alors. Mais en effet, ça m'avait choqué un peu de ramasser en si peu de temps des vidéos sur quelqu'un que j'adorais, qui était Carole. D'accord? Et la vidéo militante, c'est pas Carole. La vidéo artiste non plus, c'est pas Catherine et Cap. On était des centaines à essayer de faire quelque chose. Et donc, j'avais dû écrire à Paul, je sais plus, je crois pas, je sais plus, en disant, souviens-toi, quand Jean Genet, qui était à l'époque quelqu'un que je connaissais assez bien, est parti en Palestine, Jean voulait rapporter un témoignage de son passage en Palestine. Et donc, Carole et Paul avaient des moyens à ce moment-là pour acheter une caméra super vite, celle ou autre. Et je leur dis, je me souviens, c'était
chez Maspero, pas loin de chez Maspero, il y a une nouvelle technique qui s'appelle la vidéo, en latin je vois, la vidéo, et qui permet de prendre l'image et le son ensemble sur une bande enregistrable comme le son. À l'époque, on avait Boviala qui avait inventé à peu près la caméra légère 16. Non? Oui. David Rouge, il a fait les premiers films avec le double bande. Enfin, et nous, on considérait que la vidéo permettait d'avoir une plus grande liberté. Donc, j'ai dit ça à Carole ou à Paul, ou à Carole et à Paul. Je leur ai dit, essayez la caméra vidéo. On en a une qu'on appelle Portapac, etc., qui vient qu'on a acheté à New York grâce à l'argent de Yves Montand et Simone Signoret. J'aurais pensé ça à Johan, mais il n'y a pas longtemps, qui, après avoir eu un procès qu'ils ont mené contre un journal comme Gala, enfin un truc comme ça, pour atteinte à la vie privée. Ils ont gagné leur procès, ils ont gagné 1,5 million de centimes, donc 15 000 francs. C'était beaucoup. C'était énorme, c'était 15 000 € aujourd'hui, peut-être quand même. Non. Tout à fait. 10 000 €. Ça, oui, 6 millions centimes de 10 000 €. Enfin bon, c'est compliqué. Et ils ont donné cet argent au collectif grâce à Denise Le Dantec, tu te souviens, Denise Le Dantec, qui était une amie de Colette Mani et de Simone Signoret, et que le Tacon connaissait, moi je ne connaissais pas, moi je n'étais pas du tout intégré, mais ils connaissaient, et ils nous ont dit, venez, on va parler d'un projet. Et on est venu dans un café Place Saint-Michel, on a parlé du projet de faire la télé le matin contre la télé le soir. Et un chèque. Ils ont mis un chèque devant nous, on n'a jamais vu ça de notre vie, et on a acheté la caméra, le magnétoscope, la caméra qu'on voit là, c'est la même, et après on a eu la paluche, enfin une autre histoire, et voilà comment on a démarré. Et cette caméra, on a dit à Paul et à Carole, c'est la plus légère à l'heure actuelle pour travailler, surtout en Palestine, mais quand même un plastique autour quand il y a du sable. Parce que Jean Genet n'était pas là à ce moment-là. Dans le récit de Paul, on aurait dit que vous étiez tous aux Indes. Il y avait Paul et Carole, ou pas Paul, mais Carole, Paul, Jean Genet, et Jean Genet. Jean Genet n'était pas là. Et que Jean Genet lui aurait dit, sur ton incitation, qu'on tire au clair cette histoire. Parce que là, Jean n'était pas là parce qu'on discutait au café, après on l'a vu probablement pour lui dire la bonne nouvelle, mais il n'y avait pas besoin, on ne s'est jamais vu ensemble, Paul, Carole et Genet. Ah, voilà. Jamais. Ah, ça casse un mythe. Et alors, l'historienne, jamais, moi je voyais Genet souvent. Alors nous on croise les sources, le problème c'est justement d'avoir suffisamment de sources pour les croiser. Mais on s'en fout en fait. Par contre, je peux vous dire qui est le cinéaste qui filmait Jean Genet et que Carole venait titiller avec sa caméra. Voilà. Et récemment, c'est Jean-Daniel Paulet qui filmait ce truc pour son ami Boutan, etc. Et finalement, c'est pas passé. Donc, c'est incroyable. Moi, je suis en train de travailler sur Paulet. Donc, voilà, c'est Jean-Daniel. Maintenant, je vais regarder si on voit pas cette tête. Un petit peu. C'est dingue cette histoire. Donc en tout cas, c'était pas du tout aussi immédiat que ce que Carole dit depuis 20 ans, à savoir qu'elle venait de toucher son chèque de licenciement et que quasiment dans la journée, elle est allée acheter le porte-à-pac. Genet finançait des ramettes de papier. Genet finançait des ramettes de papier pour faire des tracts. Et il avait apporté en camion une tonne de ramettes de papier
continuait à faire des tracts. En même temps, on faisait des tracts, évidemment. On piquait les Renéos à Jussieu, on les piquait déguisés en ouvrier. Enfin, on faisait tout ça en même temps. Mais Jeunet n'a jamais été à un moment où on décidait. Non, il s'en foutait. Du moment que ça se faisait et que c'était théâtral, on faisait. Mais qui a décidé de l'interview? Hein? Qui a décidé de l'interview de Jeunet? C'est toi qui l'as mis en place? Non, elle voulait en faire un. Oui, et toi, t'as mis en place? Et moi, je lui ai dit qu'il fallait avec ça. Pour établir le mythe. Mais oui. Ah non, mais elle connaissait Jeunet depuis longtemps, si c'est ça ta question, par Paul Boussoukoulou. Non, par contre, il y a 2 temps, l'achat de la caméra et après, quelques mois plus tard, l'utilisation de cette caméra pour faire ce film, maintenant cette vidéo fondatrice où elle va faire de la contre-télévision, surveiller la télé, où Jeunet lui dit « Viens avec moi, je me méfie de la télé, si ça se trouve, ils n'ont pas passé ce que je vais dire, et effectivement, ils n'ont pas passé. » Et là, on est en octobre 70, au moment de l'arrestation d'Angela Davis. C'est une déclaration que Jean Jeunet fait à ce moment-là à la télé, l'émission est censurée. Et donc tu nous as appris que c'était une émission réalisée par Jean-Daniel Paulet. C'était un petit module dans c'était l'invité, c'était Resvani. L'invité de l'homme, s'appelle l'invité du dimanche, ou un truc comme ça, bien avant Drucker. Bon, c'était Bouton qui faisait ça. Et Resvani avait dit, moi j'aimerais bien que Jeunet soit dans mon émission. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Et puis Bouton, qui était le producteur du truc, il faisait faire plein de trucs à Paulet, qui avait travaillé à Dim Dam Dom, etc. Et il lui a dit, vas-y, fais ça. Et puis ça n'a pas passé, pas parce que c'était Paulet, c'est parce que ça a été censuré par-dessus la tête de Bouton. On ne vous a pas encore passé la parole directement au-delà de nos invités ou participants les plus proches. Bon, l'heure a dangereusement tourné, mais on va déborder un tout petit peu de 5 minutes médiales. Donc avant d'en passer à la conclusion en elle-même, surtout si vous avez des questions à poser à nos invités aujourd'hui présents, nous vous laissons la parole, que ce soit d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit par nous aujourd'hui. Ils ont raconté il n'y a pas longtemps que la nouvelle vague, quand on dit que les auteurs comme Godard, auteurs collectifs, ont voulu faire des films collectifs sans générique avec leur nom privé. Mais quand ils ont refait des bandes, à toi la suite. Non, ouais, je racontais, c'est pas Godard, on parle de ça maintenant. Non, c'est une discussion, mais qui serait intéressante d'avoir un moment sur... une fois, j'avais été à un festival et il y avait des signatures collectives au générique de fin de film. Et les gens qui avaient participé à ces films-là dans la salle disaient « Ah, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas signé de nos noms, c'est étonnant, etc. » On se cachait derrière le collectif, on aurait dû... Et quand ça a été édité plus tard en DVD, ça a été recrédité. Et je disais que ça me semblait être une... comme des symptômes de la disparition que le collectif est possible quelque part. Ça me semblait assez problématique que même des gens qui ont été traversés par des pratiques collectives, aujourd'hui ne soient pas capables de restituer de quoi c'était le signe, quoi, quelque part. Donc voilà, c'est ça que je voulais qu'on... Oui, c'est important, on est sur les questions d'auteur. Aujourd'hui, il y a 30 ans... Il y a aussi l'histoire concrète, je crois que j'avais déjà raconté. On avait fait un film, ceux de Pédianet, avec Jean-Paul, etc. Puis, Annie Caro, oui. Et c'est le Tacon qui se l'est attribué, parce que c'était un film breton. Donc, ça, c'est les joies du collectif, quoi. Il ne s'est pas attribué, il a dit c'est breton, donc c'est nous qui diffusons. Voilà. Alors on n'était pas là pour savoir s'il disait c'est nous qui l'a fait. Ça voulait dire Toreben, le collectif Toreben, qui voulait dire en breton Torah des Beignes. Voilà. Non, ça ne veut pas que les cigognes sont mon propre. Mais c'est vrai que moi-même, revoyant un film avec Johan il n'y a pas longtemps, moi, un film, on travaillait beaucoup sur la ville, le logement. Le logement, les maisons vides, l'occupation des maisons.
on travaillait là-dessus avec vous d'ailleurs, vous à Roubaix, moi à Paris et en Bretagne. Et j'ai vu mon nom sur le générique que j'avais mis moi-même. Vous voyez, tu vois, je veux dire, c'est qu'on mettait quand même le nom à un moment donné, parce qu'on lui disait qui l'a fait. Je dis, on mettait le nom quand c'était moins bon, souvent, parce qu'il fallait signer et prendre la responsabilité de ce qu'on faisait. Quand c'était bon, c'est un peu théorique aujourd'hui, parce que c'est pas toujours comme ça dans l'idéal, hein, c'est pas vrai toujours. Mais je trouvais mon nom avec celui de Geneviève Delbos dans le générique de fin du film sur les maisons vides de logement. Et il est vrai qu'il n'est pas très bon ce film. Il n'est pas très bon. Hein. Mais il faut, le générique était le commentaire était en cours de réflexion. On l'a passé une fois en Rheinland, c'était l'horreur. Je voudrais signaler que par rapport à ce que tu disais sur l'aspect collectif, quelque chose de très important. Après 78, après 79, 80, etc., brusquement, on a vu arriver des réalisateurs de la télévision, des gens comme ça qui venaient se saisir des sujets, oui. Et on a été obligé de remettre des noms parce qu'il y avait ça fait l'objet de lutte pour se saisir des sujets. Alors à tel point que nous, à partir de 75, on a par exemple fait la série Alma Future, on a tourné pendant 2 ans, etc. On a fait des tas de choses, des films, les montages ont duré très longtemps, etc. C'était pas du tout improvisé. Qu'est-ce qu'on va arriver une fois que la réalisation s'était faite, que les habitants avaient atteint leur projet, des sortes de pirates qui venaient se saisir du sujet. Hein, imaginez qu'à Montbéliard, hop, on vient prendre le sujet, etc. Et les conditions ont complètement changé à partir de là. Hein. Il a fallu retrouver des formes de signature. Hein. Et ça s'est produit. Et à partir des années 80, il n'y a plus de collectif au sens... Juste un point sur la question des collectifs. Oui. C'est qu'il y a une autre expérience qu'on a eue avant d'aller à Montbéliard qui est extrêmement importante. C'est que moi j'étais établi à Rouen. Et je connaissais, moi j'étais dans la métallurgie et les copains étaient à Renault Cléon. Ils étaient très sympas, ils m'ont mis dedans tout, ils les appelaient les sauvages de Cléon, ils faisaient plein d'actions comme mettre des vaches sur la chaîne, etc. Et à la gauche italienne, c'était des liquidos de faire des actions pareilles. Donc il y avait un groupe extrêmement marrant et donc j'étais présenté à Hélène et Nantes et pendant 1 an, on est allé les voir, on disait on va faire un film, c'est trop fort, etc. Donc une fois tous les 15 jours, on allait, on discutait, on prenait des notes, toutes les semaines on tapait les notes, on leur rendait, on distribuait, on discutait. Et puis l'été arrivant, on a dit, bon ben, ce serait bien que quelqu'un écrive un scénario pour voir comment ce que ça peut donner. Donc c'est Hélène qui s'y est collée, elle a écrit un scénario tout l'été. Et puis, comme c'était souvent le cas, la question du collectif était quelque chose qui bloquait très largement le fait de produire des choses. Et donc, quand on est rentré, donc on lit le scénario devant eux, et puis c'est une camarade qui nous dit mais ce que vous faites là, c'est une prise de pouvoir. Donc moi j'ai écrit ce scénario là pendant tout l'été, vous pouvez prendre le truc en main, non? Alors et puis c'est parti en vrille comme ça très rapidement, et ça a été une lecture et c'était fini. Il faut voir aussi le climat de l'époque. Moi j'ai plein de copains qui travaillaient avec Dario Fo. Ils ont éclaté parce que pendant 3 mois ils se sont discutés. Est-ce qu'on s'unit avant de jouer ou est-ce qu'on s'unit en cours de spectacle, et le procès, disons, de truc, ça fait qu'on sera unis, etc. On ne peut pas le poser en préalable. Donc il y avait 2 tendances, et toute la troupe a éclaté en 2. Il y avait quand même un poids disons, de la décision directe, de qui prenait le pouvoir et tout. Il n'y avait pas un endroit où on allait où la question, c'est qui prend le pouvoir? C'est qui, c'est quoi, c'est machin, etc. Tout tu vois. Et c'était un poids terrifiant. C'est-à-dire, quand on est arrivé, après l'expérience qu'on a eue à Rouen, c'était juste après, hein, c'était dans la foulée,
bon, on n'était pas vraiment sûr d'arriver à faire quelque chose. Il n'y avait rien de gagné, hein, puisque c'était là les gens avec qui on a travaillé, c'était vraiment des... C'est toujours, enfin, Jean-Claude qui animait le groupe, c'est un frère, quoi. Et malgré tout, malgré ça, malgré tout ça, et Jean-Claude Bourgeois, c'est le groupe, on le voit dans le film d'Hélène, sur les prisons. C'est le groupe d'ouvriers qui parlent, etc. Ils sont formidables. Et justement, il y a une sorte de fonctionnement intestin, viscéral, qui fait qu'à un moment donné, les groupes à l'époque se prenaient très facilement à se déchirer. Attention, là, ça fait un pas de trop et clac, ça s'arrête. Ouais, excuse-moi Stéphane, mais entre la GP et la figure de l'auteur un peu démiurgique, normalement il y a quand même du possible. Et j'ai l'impression que ce possible-là, aujourd'hui, ça fait un peu de chagrin, quoi, quelque part. Ce possible-là, c'est comme s'il avait disparu aujourd'hui. Alors effectivement, la GP, elle a fait naufrage, donc il ne resterait plus que la figure de l'auteur comme possibilité de production. Mais, ça, moi, sur l'expérience politique, c'est pas vrai. Non, mais la seule chose, si tu veux, c'est que l'établissement n'est pas porté que par la gauche monétarienne. C'est important d'avoir fait. Donc c'est une pratique sociale qui est différente de celle d'une organisation politique. Donc les gens qui ont une affinité de cette génération-là n'ont pas d'affinité particulière parce qu'ils ont appartenu à VLR, au PCMLF, à la gauche monétarienne, je ne sais pas quoi, mais parce que voilà, ils ont passé 2 ans pour essayer de comprendre si oui ou non tout allait se passer comme c'est dit dans les textes dans la classe ouvrière. C'est quand même une question qui était dite par tout le monde. Donc, c'est le minimum de curiosité quand voilà, tu vas faire l'enquête, quoi. Tu vas voir si ça... Effectivement, nous, au bout de 2 ans, on a dit à tous les ouvriers avec qui on travaillait à Rouen, votre seul devoir, c'est de fuir le plus loin possible et de faire autre chose. Sinon, vous êtes morts. Et donc, il y a 10 personnes qui étaient avec nous à Rouen qui sont parties. Et nous, on est partis aussi. C'est quelle année votre expérience à Rouen? C'est quelle année votre expérience à Rouen? C'est 70-71. Vous étiez à Rouen? Oui. Au moment où il y a eu l'explosion dans le bâtiment universitaire, vous ne vous rappelez pas? Non, moi j'ai suivi après, plutôt les années 74-75. Moi je voudrais ajouter quelque chose. J'ai beaucoup insisté sur la rencontre, et je pense que c'est... Je reviens, je suis un peu monomaniaque. Je reviens sur ces films, je pense que c'est aussi un film de départ. Et ils ont assez bien expliqué ça. Par exemple, quand comment s'appelle la femme du torero espagnol Maroc. Elle dit, la femme, hein? Oui, d'accord. Elle dit qu'elle aime beaucoup son mari, etc., etc. Non, elle dit quand même, être ouvrier, c'est renoncer. Et c'est assez radical quand l'épouse dit ça de son mari. Être ouvrier, c'est renoncer quand il a été toréador. Donc là, ils l'ont capté. C'est de la rencontre, mais c'est de la rencontre qui est un peu fixée quand même sur la fuite. Vous insistez, c'est un film qui insiste un peu sur les fuites. Et ça ne vient pas principalement de Gatti Armand, mais ça vient en bonne partie de Gatti Stéphane. Je veux dire que là, dans les rencontres, il y en a une qui me semble intéressante, qui n'est pas dite par Stéphane, mais moi je me lance, je risque rien. Mais je pense qu'il y a une rencontre de génération, dans des expériences très différentes. Hélène Chatelain permet cette rencontre, et qu'il y a donc quelque chose de très complexe comme alchimie, qui se joue entre une femme qui est d'âge intermédiaire, qui a des parcours tout à fait différents, d'Armand Gatti et de Stéphane Gatti. Et chaque époque fait ses rencontres. Donc bien sûr qu'aujourd'hui il y a des possibilités, mais chaque époque est porteuse de rencontres qui sont spécifiques. Il suffit de les chercher. C'est une magnifique conclusion, merci Nicolas. Alors attendez quand même avant que tous vous lever. Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement nos invités de ce soir. Nous tenons ensuite chaleureusement encore à remercier la BNF pour son accueil dans cette salle des commissions qui a été un lieu co-organisation. Tu as raison, pardon, excuse-moi, alors là je vais me faire maudire. Tu vas avoir tout le pot pour me maudire. Donc, mais quand même, enfin, voilà, la BNF de fait nous accueille quand même si c'est une coproduction de séminaire comme tu dis. On tient à remercier Luc Verrier d'avoir enregistré au niveau sonore le séminaire toute cette année. Marguerite Vaporeau aussi derrière la caméra, épaulée certains jours
par Stéphane Gérard pour les tournages, donc merci. Et enfin, évidemment, à vous toutes et à vous tous pour votre présence active, chaleureuse. On a du mal souvent même à se quitter. Et on vous rassure, donc le séminaire se poursuit, quelques dates, quelques renseignements sur l'an prochain. Donc, le séminaire se poursuit bien l'année prochaine, le lundi soir, en articulation avec les conférences vidéo et après